Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Bonjour Axel. Bonjour. Merci beaucoup de reprendre un moment avec moi pour faire l'enregistrement de cet épisode consacré au spécisme qu'on avait enregistré en fait le 24 novembre en public à la recyclerie. Et malheureusement, il y a eu un petit souci technique sur le fichier son et donc on prend du temps ce matin pour réenregistrer cette conversation. Donc on n'aura pas l'échange avec le public à la fin, mais c'est pas grave. Donc voilà, merci encore. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et de dire qui tu es, ce que tu fais, comment tu as commencé à travailler sur la question du spécisme? Oui, bien sûr. Alors, donc moi je m'appelle Axel Pleyoust-Bror et je suis journaliste scientifique rémunérée à la Pige depuis bientôt 3 ans et je me spécialise sur les questions de souffrance animale et de végétalisation de l'alimentation. Et par ailleurs, depuis 2015, je fais partie du milieu animaliste, antispéciste. Donc voilà, un mouvement que j'ai découvert notamment grâce au travail de l'association L214. Et puis, notamment dans le cadre de cet engagement politique, on a coécrit avec Yves Bonnardel un livre qui s'appelle Solidarité animale, défaire la société spéciste, donc qui est paru en 2020 aux éditions La Découverte. Et je pense que notre discussion va un peu décortiquer le contenu de cet ouvrage. Tout à fait. Est-ce que tu peux définir ce qu'est le spécisme? Parce que de ce que j'ai compris, il y a différentes façons de l'expliquer, de le définir. Oui, tout à fait. Alors, je pense que la première chose à expliquer très simplement, c'est que le spécisme, c'est une discrimination, une discrimination arbitraire qui est fondée sur l'espèce des individus. C'est le fait de considérer que l'espèce d'un individu est un critère qu'on peut utiliser pour accorder plus ou moins d'importance morale à ses intérêts. Donc ses intérêts à ne pas souffrir, intérêt à vivre, à être libre, à avoir une vie épanouissante, etc. Voilà, c'est une définition issue de la philosophie morale qu'on doit à Peter Singer, qui est un éthicien spécialisé en éthique appliquée et notamment en éthique animale, qui est une définition qui date des années 70 dans son livre La libération animale, et puis évidemment qui a été beaucoup discutée ensuite dans la littérature en philosophie universitaire. Et notamment en France et au Québec, on a de très bons spécialistes de la définition du spécisme en tant que discrimination arbitraire et injuste. Donc je pense notamment à Valérie Giroux au Québec, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et puis en France, en tout cas, c'est une personne qui vient de la Suisse, mais qui est maintenant à l'université de Strasbourg, qui est François Jacquet, qui prépare un livre d'ailleurs sur la question du spécisme qui devrait sortir début 2024. Donc ça, c'est vraiment la définition classique du spécisme, le spécisme étant une discrimination arbitraire fondée sur le critère de l'espèce. Mais en plus de cette définition, je pense que ça vaut le coup de proposer en fait une compréhension du spécisme qui est davantage axée dans le domaine de la sociologie des rapports de pouvoir. Moi, j'aime bien définir le spécisme comme une organisation sociale fondée sur l'exploitation animale, sur un système politique, un système économique qui exploite les animaux de façon très concrète. En fait, on utilise les animaux comme des moyens pour servir nos fins à nous, humains, des fins de confort, de plaisir. On les utilise comme des aliments, comme des objets de divertissement, etc. Donc il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler un complexe animalo-industriel. Ça, c'est un terme qui a été proposé par une anthropologue néerlandaise qui s'appelle Barbara Noske,
un complexe animalo-industriel, donc qui montre bien qu'on a affaire à quelque chose d'organisé, d'institué, avec notamment des collusions d'intérêts entre, d'un côté, le système agro-industriel. Donc en France, on a vraiment des acteurs de l'agro-industrie qui exploitent les animaux. Je pense à Lactalis, à des coopératives d'élevage porcin comme la Coperle, qui est surpuissante en France concernant les politiques agricoles et agroalimentaires. Donc une collusion entre ce système industriel qui exploite les animaux, mais aussi avec le système politique législatif et exécutif. Donc ça, c'est vraiment une définition qui est beaucoup plus ancrée dans la matérialité du spécisme que j'ai tendance à privilégier parce qu'elle permet en fait de décrire plus précisément ce que vivent les animaux. Elle permet aussi de pointer du doigt nos ennemis politiques de façon beaucoup plus qui me paraît plus utile en fait d'un point de vue stratégique, parce que quand on parle du spécisme comme une discrimination, c'est pas très clair de se dire qui sont les ennemis des animaux. Ouais, et il y a aussi la définition qui dit que le spécisme est un ensemble de croyances qui forment une idéologie. Enfin, c'est lié, toutes les définitions sont évidemment liées entre elles, mais l'aspect idéologique, il me semble aussi super important de Ouais, carrément, et tu as tout à fait raison de rappeler que toutes ces définitions sont liées entre elles, hein. L'idée, c'est pas de dire que y en a une qui est plus valable qu'une autre. Je pense que toutes sont utiles pour définir ce à quoi on a affaire. Mais oui, la question de l'idéologie, moi, j'aime bien justement la relier à la définition en termes d'organisation sociale, parce que l'idéologie, c'est un ensemble de croyances, de discours, de préjugés au sujet des animaux qui verrouillent en fait l'organisation sociale, qui lui donne du sens, qui lui donne une légitimité. Donc l'idéologie, dans ce sens-là, elle est vraiment au service de l'ordre social et du statu quo qui exploite les animaux. Donc toutes ces définitions sont complémentaires, mais pour parler peut-être de façon plus concrète au-delà des définitions, le spécisme, c'est 80 milliards d'animaux terrestres qui sont tués dans les abattoirs chaque année dans le monde. Le spécisme, c'est des poulets de chair qui sont sélectionnés génétiquement pour grossir extrêmement vite, qui leur causent des souffrances incroyables. C'est des choses. C'est des chiffres qui sont au-delà de l'entendement, en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'ahurissant en termes de production de souffrance et d'injustice. Et dans le livre, toi et Yves Bonardel, vous dites que le spécisme est indéfendable, quels que soient les arguments que ces défenseurs prennent en compte. Justement, comment la pensée antispéciste réussit à déconstruire, ou est-ce que c'est une bonne chose justement d'essayer de déconstruire les uns après les autres les arguments qui disent que il y aurait un propre de l'humain, par exemple l'intelligence, les émotions, le rire, ou je ne sais quoi. Est-ce que ma question c'est, est-ce que c'est fertile, on va dire, de déconstruire un à un tous ces arguments? Alors, je pense que ça a ses limites, dans le sens où la question du propre de l'homme, ce qu'on entend, ce qu'on appelle propre de l'homme, et qui a été une quête et qui continue à être une quête sans fin dans la philosophie, etc. Je pense on peut jouer le jeu pendant un moment et souligner qu'effectivement, pour critiquer le propre de l'homme, on peut dire qu'un certain nombre de compétences, de capacités cognitives, par exemple, qu'on a longtemps pensé qu'elles étaient réservées aux humains, et en fait, on peut dire, grâce aux données scientifiques, notamment à l'éthologie, l'étude du comportement animal, des émotions animales, qu'en fait, il y a beaucoup d'autres animaux que les humains qui sont capables de telle ou telle chose. Donc, par exemple, d'utiliser des outils, d'avoir des comportements de deuil, ou de ressentir des émotions d'ordre moral comme la honte, la culpabilité, des choses qu'on estime, qu'on a longtemps pensé que c'était propre aux humains. Donc on peut s'appuyer sur la science pour
pour dire bah non, tel critère c'est pas réservé aux humains, celui-là non plus, etc. Mais je pense qu'il y a un côté un peu vain là-dedans. Enfin, c'est un peu une quête vaine parce que le propre de l'homme, enfin cette quête du propre de l'homme, elle est jamais finie. C'est un peu l'image que je donnais, enfin que je donne régulièrement. C'est un peu comme le jeu de la taupe, qui est ce jeu qu'on a à l'esprit où en fait on essaye de taper avec un marteau sur une tête de taupe. D'ailleurs, c'est pas un jeu très antispéciste. Mais à chaque fois qu'on arrive à taper sur une tête, il y en a 2, 3, 4 autres qui sortent d'autres trous. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi, avec cette idée de propre de l'homme. Et pourquoi c'est le cas? Eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le propre de l'homme, c'est un prétexte pour défendre l'idée que les humains sont supérieurs par essence. En fait, tous ces propres de l'homme, ils jouent le rôle de signe, de symbole d'une essence supérieure des êtres humains. Voilà, le fait d'être capable d'utiliser des outils, le fait d'aller sur la Lune, le fait de, enfin il y en a plein comme ça, le fait d'avoir une histoire avec un grand H, tout ça, c'est censé être le signe d'un saut, vraiment, qualitatif entre les humains et les autres animaux et donc en fait, c'est pour ça que c'est vain, c'est que ce sont pas des prétextes, enfin ce sont pas des raisons réelles, Ouais. Puis même de à la fin, on voit bien qu'il y a certaines personnes, quand on a exposé, tous les arguments, ils ont pas vraiment besoin d'arguments, en fait, pour continuer à faire ce qu'ils font, à manger de la viande ou quoi. oui, Ils vont dire tout à juste fait. parce que, bah, en fait, j'ai envie et j'ai le droit. Donc voilà. Donc c'est vrai Oui, que ça paraît voilà. un peu vain. Et puis, un autre problème avec la question du propre de l'homme, c'est que c'est hyper capacitiste. Ça, il faut le rappeler aussi, c'est que, aucun des critères qui sont mobilisés, l'intelligence, le fait d'être capable de faire telle ou telle chose, aucun de ces critères ne peut être utilisé pour légitimer des différences de traitement, que ce soit des différences entre humains et animaux, mais aussi des différences de traitement entre humains. Sauf à considérer que les plus intelligents, les plus capables méritent un traitement de faveur. Et ça, c'est profondément critiquable, bien évidemment. Oui, le critère de considération morale qui est retenu par la pensée antispéciste, en tout cas celle que toi tu, développes, c'est la sentience. Donc le fait d'éprouver, ressentir, d'avoir une subjectivité et aussi des intérêts, à défendre. Est-ce que tu peux, m'expliquer un petit peu plus, en quoi consiste ce critère de la sentience? Oui, et ben c'est vraiment ce que tu viens de dire. La sentience, c'est la capacité très simplement à ressentir des choses. Et notamment des choses positives ou négatives. Donc d'un côté, de pouvoir jouir, d'expériences positives, d'être épanoui, de ressentir de la joie, du plaisir, mais aussi de pouvoir ressentir de la souffrance, de la frustration, hein. C'est une certaine palette en fait, d'émotions et en fait, cette capacité à ressentir des choses, c'est la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir dire qu'un individu, humain ou non humain, compte moralement, que c'est un patient moral. Ça, c'est un mot issu, encore une fois, de la philosophie morale, le fait de dire qu'un individu qui a des intérêts qui lui sont propres, on appelle ça un patient moral en philosophie. Et en fait, c'est, pourquoi c'est la condition nécessaire et suffisante pour être un patient moral? Eh ben, tout simplement parce que si on ne ressent rien, eh ben, on ne peut pas, subir, de traitement, injuste en fait. Une chaise, un morceau de bois, ou même des êtres vivants mais qui ne sont pas sentients, notamment les plantes par exemple, on ne peut pas leur faire de tort direct. Hem et c'est pour cette raison qu'il y a une théoricienne antispéciste, française, qui s'appelle Estiva Reus, qui a écrit un texte très important, assez court, mais qui pose vraiment un point fondamental sur la sentience. Elle dit que la sentience est la chose la plus importante du monde et peut-être même la seule qui importe, qui est cette, capacité à ressentir des choses. Est-ce que donc avec l'état des connaissances, actuelles, tu peux nous dire quels sont les êtres, du coup qui sont pas sentients? Enfin, a priori. Ouais, ça c'est, disons qu'en science, on peut pas, Ça évolue, beaucoup, aussi, c'est ça? L'état de la science. L'état de la science évolue assez vite, j'ai l'impression sur oui, cette alors, déjà ce qu'on sait avec certitude ou quasi certitude parce qu'il y a toujours,
bon, enfin quand même avec très peu de doutes, c'est que les mammifères, les oiseaux, les poissons sont des êtres sentients. Là où il y a eu, alors en sachant que, sur la question des poissons, ça a fait l'objet d'une controverse scientifique, encore, récemment. Enfin, je veux dire, il y a encore 10, 20, 30 ans, il y avait, encore des personnes qui soutenaient que les poissons n'étaient pas capables, de souffrir. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien avéré. Enfin, on a un un éventail de preuves, solides là-dessus. Par contre, là où c'est un peu plus incertain, c'est sur la question des invertébrés, notamment des insectes. Et ce qui est difficile avec la sentience, c'est que c'est une capacité vraiment subjective. On peut pas observer directement, la sentience, donc on est obligé d'utiliser des indices indirects, par exemple, des indices d'ordre neurologique, comportementaux, pharmacologiques ou évolutionnaires. Donc il y a tout un faisceau d'indices comme ça qu'on peut mobiliser scientifiquement pour établir un niveau, de probabilité que telle espèce, soit sentiente. Et à ce sujet, je pense que ce qui se fait de mieux en science, c'est, il y a eu tout un travail développé par Jonathan Birch, qui fait partie de la London School of Economics, en Angleterre, qui a, développé un cadre d'évaluation de la sentience avec 8 critères. Donc je parlais tout à l'heure des différents, types d'indices. Bon, bah, il a défini 8 critères à partir duquel on peut évaluer le niveau de preuve, pour chaque espèce. Le problème, c'est qu'on manque d'études, à propos de tous les espèces d'insectes, d'invertébrés, et cetera. C'est quand même énormément, d'animaux différents et on n'a pas forcément un corpus d'études très fourni. Mais il semblerait que plus on fait d'études sur la souffrance des animaux, notamment des invertébrés, plus le niveau de preuve augmente. Hem, ce qui laisse penser, malheureusement, enfin d'une certaine façon malheureusement, que, les invertébrés, enfin un certain nombre d'invertébrés, notamment les insectes, comme les mouches, les cafards, ce genre d'animaux, sont capables de ressentir la souffrance à partir d'un certain stade, de développement. Mmh. Ouais, c'est effectivement ça pose pas mal de questions après si on quand on prend ce fait en considération. Parce que, concrètement, qu'est-ce que je suis pas forcément ma trame là, mais, qu'est-ce que ça voudrait dire de, prendre en compte la souffrance, enfin la capacité à la sentience en fait des insectes dans notre vie quotidienne? Enfin Mmh. dans notre vie quotidienne et puis dans la société, industrielle dans laquelle on vit. Eh ben, ça soulève effectivement des débats, d'ordre moral, vraiment, difficiles. Je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est s'abstenir, de leur causer volontairement du tort quand on peut ne pas le faire. Donc je pense directement à l'élevage d'insectes, qui est une industrie en plein essor, notamment en France, hein. On a vraiment des leaders de l'élevage d'insectes en France comme Insect avec un Y ou, d'autres entreprises de ce type-là, qui élèvent des insectes notamment à destination de l'alimentation animale, donc pour nourrir d'autres animaux d'élevage comme les saumons, les poulets de chair, les cochons, et cetera. Donc je pense que déjà il faut s'abstenir. Il y a un principe de précaution en fait à appliquer, dans ce type d'incertitude avec des conséquences morales, énormes. Donc il faut s'abstenir de les élever. Et puis, oui, comme tu dis, ça soulève des débats moraux, parce que même si, plusieurs animaux sont capables de souffrir, est-ce qu'ils sont sentients de la même façon? Est-ce qu'ils ressentent les choses de la même façon? Est-ce qu'on peut vraiment comparer le bien-être d'une poule et d'un cochon et d'un humain? Heu, Est-ce qu'un cochon moyen va ressentir les choses de façon plus intense qu'une poule moyenne? Parce qu'on peut se dire qu'un cochon, bah, il a plus de neurones, qu'une poule en moyenne. Donc est-ce que ça a des conséquences sur, ses expériences subjectives? Est-ce que ça veut dire que ces expériences ont plus d'importance morale que celles de la poule? Enfin, c'est vraiment des débats, qui ont lieu, en fait, dans le milieu animaliste. Et là, je renvoie aux travaux qui sont menés, notamment par Bob Fisher, qui est, à l'institut de recherche Rethink Priorities, qui a vraiment,
qui soulèvent ce genre de questions sans donner forcément des réponses, mais qui au moins donnent des outils pour avoir des débats éclairés sur ce genre de questions. Sans rentrer trop dans le détail, mais du coup, l'idée, c'est, j'imagine, pas de hiérarchiser les animaux et les espèces entre elles ou? Alors justement, non. L'idée, c'est de ne pas recourir au spécisme et à la hiérarchie arbitraire, en fonction de l'espèce. Je pense que si on arrive à des arbitrages, et au fait de pondérer les intérêts des uns et des autres, de façon différente, ça ne se basera pas sur des raisonnements de type, spéciste. Ça sera, Autre chose. d'autres raisonnements. Et pour, rester sur le mot d'espèce, de quoi, en fait, on parle quand on parle d'espèce? Est-ce que, la séparation entre les espèces permet vraiment de comprendre ce qu'est le spécisme? Ouais, ça c'est vraiment une question, que je trouve fascinante parce que la notion d'espèce, même, dans le champ vraiment, de la science évolutionnaire, de la biologie et cetera, c'est vraiment une notion difficile à appréhender, qui a une histoire, fascinante en fait. L'histoire de la notion d'espèce est assez, passionnante. En fait, dans le sens commun, vraiment la conception intuitive, de l'espèce, c'est que enfin, on voit ça comme une notion un peu évidente, qui permet de classer le vivant, dans des boîtes en fait, dans le sens commun, on a l'espèce humaine, on a les girafes, on a les hippopotames, enfin ça paraît très, clair et segmenté en fait. Il y a pas d'ambiguïté, dans le sens commun, vis-à-vis de la notion d'espèce. Mais, ce que je trouve important à rappeler quand on parle de spécisme, c'est que quand on parle de spécisme, heu, ce n'est pas de ça dont il s'agit, en fait. On parle pas des espèces au sens biologique, en tout cas moi c'est ce que je défends. C'est que, dans les usages, en fait, qui sont faits, des catégories, d'espèces comme l'humanité, l'animalité, on voit bien que, il y a une charge politique, une charge normative même qui est très importante, où en fait on attribue, une dépréciation à tout ce qui relève de l'animalité, tandis qu'il y a une forme de valorisation de tout ce qui relève de l'humanité. Donc l'appartenance d'espèce, pour moi, c'est vraiment une question politique, autant, voire plus que c'est une question scientifique. Enfin, en tout cas, il y a des débats scientifiques, sur, les espèces, donc tout ce qui relève de l'évolution, de Darwin et cetera, qui sont passionnants et extrêmement, importants. Mais quand on parle de spécisme, je trouve que, une définition politique, de l'espèce va nous permettre de dire beaucoup plus de choses et c'est ce que je défends notamment dans mon mémoire de sociologie, c'est que le spécisme, c'est avant tout une affaire d'espèce sociale. Ce que j'appelle l'espèce sociale, c'est un peu comme, tout le travail qui a été mené par les féministes, notamment les féministes matérialistes, qui ont introduit des notions comme le genre, comme, même le sexe social. Ça, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais qu'on trouve dans des textes classiques de la théorie féministe. Notamment moi, un texte que j'adore, qui m'a vraiment beaucoup influencée, c'est un texte de Nicole Claude Mathieu, qui est une féministe matérialiste qui a contribué parmi d'autres féministes matérialistes à la revue Questions féministes, qui est une revue de théorie politique, qui a été de qui est publiée, dans les années, 70, 80. Donc c'est un texte qui s'appelle «Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe» et elle fait vraiment le même move, en fait, ce même geste théorique, qui a été fait pour les classes sociales ou les classes d'âge, hem, ou même les classes, de race en termes de racisation. Il y a vraiment un travail, épistémologique, enfin un travail de construction de la connaissance pour essayer de comprendre à quoi correspondent ces variables, que sont, le sexe, le genre, la classe, l'âge et cetera, pour dénaturaliser ces catégories-là qui jusqu'ici relevaient de l'évident, du naturel, de l'immuable. Et ben, comment on peut travailler ces notions-là pour, les extraire du champ du naturel et pouvoir décrire ce qui se passe au niveau des rapports de pouvoir, au niveau, pour pouvoir qualifier en fait la nature de la relation sociale entre les groupes. Donc ça c'est vraiment,
ce que je trouve utile dans la réflexion sur la notion d'espèce, c'est se distinguer de la conception vraiment intuitive de l'espèce pour dire, en fait, dans les usages, on se rend bien compte que l'humanité, ça ne recouvre pas totalement Homo sapiens en termes d'espèce vraiment purement biologique. Ce sont pas des termes interchangeables. L'humanité, par exemple, il y a des Homo sapiens, des individus qui appartiennent à l'espèce Homo sapiens qui se voient refuser l'appartenance à l'humanité. Les personnes racisées, les enfants, enfin toutes les catégories minorisées sont considérées moins humaines, sous-humaines. Donc on voit bien qu'on peut pas se contenter d'une définition purement biologiste de la catégorie d'espèce. Et de même, la notion d'animalité, elle renvoie évidemment aux animaux non humains et je pense que il y a des choses à dire là-dessus. Moi, j'aime bien parler de l'animalisation des animaux, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais l'animalité, ça renvoie aussi souvent, malheureusement, à des membres d'Homo sapiens. En fait, l'animalité, il y a cette charge normative d'insulte, de rabaissement. Donc voilà, en fait, il y a des indices de la dimension sociale de l'appartenance d'espèce. Et cette frontière d'espèce entre humain et non humain, elle fait vraiment l'objet de luttes et de rapports de force dans les mouvements sociaux. Tout à fait. Et mais je veux bien, si tu veux revenir sur ce que tu entends par l'animalisation des animaux. Oui, alors, en fait, dans les mouvements sociaux progressistes, on entend souvent et à raison une critique de l'animalisation des humains. C'est-à-dire, on a des slogans de type on n'est pas du bétail, on n'est pas des animaux, on n'est pas des morceaux de viande, on est tous humains. Il y a vraiment cette rhétorique du rejet de l'animalisation qui est souvent mobilisée. Et une chose que je déplore, que je trouve qui manque à toutes ces réflexions, c'est le fait de reconnaître que l'animalisation des humains, elle se fonde initialement sur l'animalisation des animaux. S'il y avait pas une animalisation des animaux, c'est-à-dire du spécisme, il y aurait pas toutes ces cartouches idéologiques et aussi très concrètes pour pouvoir rabaisser et animaliser des groupes humains. Donc cette expression, elle est un peu étonnante, ça paraît un peu redondant de parler d'animalisation des animaux, mais pourquoi je trouve ça utile, c'est que ça permet justement de dénaturaliser ce que sont les animaux. Aujourd'hui, il y a un peu cette idée que les animaux sont faits pour être mangés, que ça relève de l'évidence, qu'ils ont un statut alors on va pas forcément dire de but en blanc que ce sont des êtres inférieurs, mais ce qu'on va dire, c'est qu'ils sont différents. Il y a toute cette rhétorique de la différence qui Comme les est femmes. liée, voilà exactement, comme avec les femmes, je pense, et c'est Christine Delphi qui rappelle dans je sais plus quel texte, mais un texte justement sur la notion de différence où elle dit: «Méfiez-vous de la rhétorique de la différence, même si elle est valorisante, même si elle est améliorative, même si elle met en avant les immenses qualités des femmes. Méfiez-vous de la rhétorique de la différence parce qu'en fait, souvent derrière cette idée de différence d'essence, de rôle différencié, de complémentarité, en fait, il y a des rapports de pouvoir qui se rejouent. Et de la même façon, toujours dans cette optique de dénaturaliser l'appartenance d'espèces et de dénaturaliser les catégories humanité et animalité, je trouve ça plutôt bien de parler d'animalisation des animaux pour dire que en fait, les animaux sont l'objet d'un processus social qui les infériorise, qui les rend exploitables, qui les rend tuables, qui les élève notamment. Je trouve que l'institution de l'élevage est un cas flagrant d'animalisation des animaux qui même influence la construction de leur corps à travers les modifications génétiques, le contrôle de leur existence, de leur alimentation, de leurs conditions de vie, de leurs relations sociales. Même en amont de leur naissance, il y a toute la question de l'insémination artificielle et de la sélection génétique des animaux, et puis évidemment aussi leur abattage et le choix de la date et l'heure de leur mise à mort. Donc toute cette existence ultra contrôlée et dirigée vers une utilisation au service des êtres humains, il y a vraiment un processus social d'animalisation qui est à l'œuvre. C'est pour ça que
Évidemment, il faut critiquer l'animalisation des humains, mais en fait, on ne peut efficacement faire ça que si on relie, tout ce mécanisme-là à l'animalisation des animaux. Est-ce que, l'antispécisme ou la pensée antispéciste s'oppose à, l'humanisme? Ou, est-ce que tu parlerais plutôt que d'humanisme, de suprémacisme humain? Et la question, c'est aussi, comment, aujourd'hui dans un contexte, médiatique qui est extrêmement tendu, même où tous les débats sont quand même assez compliqués, comment faire pour, critiquer cet, humanisme sans, sans crisper directement les discussions, sans passer pour, une provocation? Mmh. Alors, je pense que tous les antispécistes n'auraient pas la même, réponse à cette question. Bon, d'ailleurs, c'est valable aussi pour, d'autres, de tes questions, mais c'est, je pense que le projet, antispéciste, de remise en question, du suprémacisme humain, c'est à la fois une continuité par rapport à ce qu'on appelle l'humanisme en tant que vraiment, période historique et mouvement, de progrès scientifique et de progrès moral. Voilà, il y a vraiment, une identification de l'humanisme à quelque chose de très vertueux. C'est l'humanisme des Lumières, c'est, l'humanisme de la rationalité qui va refonder l'éthique, la politique sur des bases, égalitaristes. Donc évidemment, l'antispécisme n'est pas en opposition avec ce mouvement-là de progrès humain, même si évidemment on pourrait, critiquer, cette chose-là. Mais je pense que le projet antispéciste, il reste très opposé à tout ce qui est, en fait, l'antispécisme, il est contre l'anthropocentrisme, le fait de mettre l'humain au centre et au sommet de, tout ce qui est, réflexion morale, réflexion politique. Donc on est contre, l'idée d'un propre de l'homme, on est contre, ce qu'on pourrait appeler un chauvinisme d'espèce. C'est une expression qui revient parfois dans les écrits antispécistes. Mais il faut bien comprendre qu'être contre l'humanisme au sens de suprémacisme humain, ce n'est pas être contre les droits humains. En fait, on n'est pas contre les droits humains, on est contre les privilèges humains. Et la distinction est très importante, surtout quand beaucoup de personnes intériorisent leurs privilèges comme des droits qu'il ne faudrait surtout pas remettre en question. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant de critiquer l'humanisme au sens de suprémacisme humain, mais je serais pas contre me débarrasser de l'humanisme, enfin de ce terme-là, parce qu'après tout, il y a quand même le mot humain dans humanisme, et je vois pas pourquoi on continuerait de nommer un projet politique vertueux en plaçant carrément le mot humain dedans. On pourrait parler de société sentientiste, on pourrait parler de société égalitariste, on pourrait parler de projets politiques opposés à toute forme de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le critère de l'espèce. Donc il y a, voilà, moi je pense que ça vaut le coup de définir l'humanisme comme un pseudo-universalisme. Parce qu'à l'heure actuelle, et ça fait référence à tous ces slogans dont je parlais tout à l'heure, qui consistent à dire: «On n'est pas des animaux, on est tous humains», et ça, c'est d'une violence inouïe d'un point de vue antispéciste. Et actuellement, les personnes se rassemblent sous la bannière de l'humanisme, avec des slogans, d'une grande naïveté politique du type, «Il y a une seule race, la race humaine», «On est tous humains», et cetera. Mais en fait, cet humanisme-là, c'est un particularisme, c'est un régime politique où en fait il y a un aveuglement total au fait qu'il y a des rapports de pouvoir au sein de l'humanité, mais aussi entre l'humanité et les autres animaux. Donc je serais pour, une critique frontale, de l'humanisme dans ce sens-là, et je pense que ça ferait du bien, y compris non seulement ça servirait l'agenda politique, de l'antispécisme, mais en fait ça ferait aussi beaucoup de bien, au mouvement progressiste qui, pour l'instant, se réfère beaucoup à un pseudo universalisme, de type humaniste. Mmh. Et oui, et qui est les luttes, progressistes et «de gauche», entre guillemets, on va dire, ne sont pas
du tout au niveau ou au courant des luttes antispécistes, ça commence à se voir énormément. Mais pour autant, toi, je crois que tu penses que c'est très important de penser la lutte antispéciste de façon autonome et de ne pas l'inclure dans comme un volet des autres luttes. Par exemple, ne pas inclure la lutte antispéciste comme une question environnementale, mais plutôt essayer justement de continuer à revendiquer à formuler des revendications en termes d'autonomie des animaux. Pourquoi est-ce que c'est si important de revendiquer une autonomie de la lutte antispéciste? Ouais, alors ça effectivement c'est une chose que je trouve, extrêmement importante d'un point de vue, stratégique pour le mouvement antispéciste. C'est qu'actuellement, la gauche ne se sent pas ou peu concernée par, les enjeux antispécistes et quand on va parler des animaux, ça va être, soit par le prisme de la lutte écologiste, donc on associe spontanément la nature, les animaux, les écosystèmes, la biodiversité, les espèces. Il y a un peu un mélange comme ça où les animaux sont noyés, enfin les animaux en tant qu'individus sont noyés dans les considérations écologistes. Et de l'autre, on peut parler des animaux quand on critique l'élevage industriel, quand on critique, l'industrialisation de l'élevage et là on est renvoyé plutôt aux enjeux anticapitalistes. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire que, ces réflexions sont pas pertinentes ou qu'il y a pas de lien à faire entre écologisme, antispécisme et anticapitalisme. Évidemment, il y a des choses très, très importantes à dire à ce sujet, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le spécisme, c'est une oppression spécifique. Elle n'est pas réductible à des enjeux anticapitalistes ou écologistes. Et le mouvement politique qui critique le spécisme, il a ses revendications qui sont propres, qui sont singulières. Par exemple, la question de l'abolition du statut de propriété des animaux, la question de l'abolition de l'élevage, et pas seulement de l'élevage industriel, la question de l'abolition de la pêche. Tous ces ou même la critique de la rhétorique humaniste, hein, le fait d'arrêter d'utiliser des slogans de type «On est tous humains» et cetera. Enfin, là, on parlait d'anthropocentrisme et d'humanisme. Bon, bah, seul le mouvement, antispéciste va critiquer vraiment de façon, frontale, le fait de considérer que les animaux sont des individus dont les intérêts importent, au même titre, que ceux des humains. Oui. Et puis c'est comme avec toutes les autres luttes en fait. On peut pas inclure ou faire passer d'abord la lutte anticapitaliste, puis celle pour les droits des femmes. Enfin tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchisation des luttes. On a bien vu dans le passé et même actuellement que c'est pas une bonne idée. Et que au contraire il faut essayer de lier les luttes entre elles, mais tout en leur permettant de garder leurs revendications autonomes. Ouais, clairement. Effectivement, il y a un parallèle évident à faire avec la question de l'autonomisation des luttes féministes, par rapport aux luttes anticapitalistes qui étaient, écrasantes, par exemple, à l'époque des féministes matérialistes dans les années 60-70. Il y a eu tout un travail, phénoménal pour autonomiser la question de l'oppression des femmes. Et c'est d'ailleurs, un peu ce que reflète, cette expression qu'on doit à Christine Delphi, et qui est même le titre, d'un de ses ouvrages qui s'appelle «L'ennemi principal». Tout l'enjeu, ça a été de dire que l'ennemi principal des femmes, ce n'était pas le grand capital ou en tout cas, pas je veux dire, non pas que les femmes sont pas impactées par, les questions capitalistes, mais encore une fois, l'ennemi principal des femmes, ce sont les hommes en tant que classe. Et ça a été très difficile à faire comprendre et c'est encore parfois pas très bien, reconnu. Mais Mmh. disons qu'il y a la même chose à faire avec le milieu antispéciste et en fait, ça passera par un rapport de force avec le reste de la gauche. Parce qu'on peut parler de convergence des luttes, on peut parler de solidarité entre les mouvements sociaux, on peut parler d'intersectionnalité, mais en fait, pour faire reculer le suprémacisme humain dans les luttes de gauche, ça passe aussi par la capacité du mouvement antispéciste à, être une lutte autonome qui est non subordonnée aux autres luttes et qui est capable d'imposer ses vues, ses analyses, son agenda politique et donc encore une fois, ça passe par un rapport de force. Mmh. Hem et comment on fait ça, en fait? Comment on crée un mouvement, vraiment autonome et capable d'un tel rapport de force? Et ben, ça passe par, le fait d'être un mouvement,
solide, qui a ses lieux et ses moments de socialisation propres avec des outils de transmission stratégique, théorique, d'élaboration aussi théorique, où en fait on n'est pas toujours à devoir se justifier sur la légitimité de la lutte antispéciste, où on peut vraiment se solidifier pour ensuite rencontrer le reste de la gauche et entrer en discussion. Mais en fait, on fait d'autant mieux les liens avec les autres luttes qu'on a déjà une assise solide, autonome, de notre propre, mouvement social. Donc la question de l'autonomie, elle est pas, contraire aux liens, aux collaborations, aux alliances politiques, mais l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Mmh. Et justement, avant, d'espérer, de porter l'antispécisme, vraiment sur le devant de la scène et que ce soit un combat qui soit reconnu, à minima, par, les autres luttes progressistes, le minimum, est-ce que ce serait pas d'attendre des autres, mouvements sociaux qui ne nuisent pas à cette cause? Et toi, tu parles, je crois, de solidarité passive. Oui, tout à fait, la distinction entre solidarité passive et solidarité active, en fait, je la dois à une, philosophe antispéciste, québécoise qui s'appelle Christiane Bailey. Et en fait, où elle explique que, on peut pas attendre de tous les mouvements sociaux qu'ils soient dans une solidarité active les uns envers les autres, ce qui impliquerait en fait de mettre à l'agenda politique de toutes les luttes toutes les priorités, de tous les mouvements sociaux. Donc ça ferait vraiment beaucoup et dans un contexte de ressources limitées, de temps limité et cetera, on ne peut pas agir sur tous les fronts. On peut pas, contribuer aux agendas politiques, des uns et des autres. Par contre, au moins ce qu'on peut attendre de nos alliés politiques et de tous les mouvements qui se revendiquent, de la lutte contre les rapports de pouvoir, c'est au moins de ne pas être un ennemi politique des animaux. Donc il y a un certain nombre de choses, qu'on est en droit d'attendre, des autres, mouvements, sociaux, notamment, le fait de cesser de recourir à la rhétorique humaniste. Je pense que ce n'est plus acceptable aujourd'hui de recourir à cette rhétorique humaniste de type, «On n'est pas des animaux, on n'est pas du bétail, on est tous humains», parce qu'en fait ça reconstruit, ça relégitime le fait que nous, on n'est pas du bétail, mais en fait, ça désigne en creux ceux qui sont bel et bien du bétail et ça maintient la possibilité qu'eux, restent du bétail et que c'est l'ordre naturel des choses. En fait, personne ne devrait être du bétail, personne ne devrait être traité comme un animal, même les animaux. Ça, c'est, je pense qu'on est en droit d'exiger, en tout cas, on est en droit de critiquer cette rhétorique humaniste, là. Ensuite, je pense qu'il y a tout un enjeu sur la question de l'accessibilité à l'alimentation végétale dans les mouvements de gauche. Je pense que ça quand même on le voit de plus en plus, le fait de prévoir des repas qui sont véganes par défaut. Je pense que c'est franchement, c'est le minimum, même d'un point de vue environnemental, on devrait promouvoir, l'option végane par défaut. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus acceptables en termes de rapport au mouvement antispéciste et il faut construire cette solidarité à minima passive. Dans le mouvement, enfin dans les mouvements, féministes, est-ce que, la prise en compte des questions antispécistes progresse, tu penses? Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont produites sur les liens entre féminisme et antispécisme ou alors entre, femmes et animaux, ce qui est un peu la même, réflexion. Il y a un ouvrage qui est, je pense, bien connu en France, en tout cas je le vois, quand même beaucoup circuler, dans les milieux féministes et antispécistes, c'est La politique sexuelle de la viande qui a été écrit par Carol J. Adams, qui fait justement qui utilise beaucoup un corpus de représentations publicitaires ou de représentations, culturelles, de type, moi ce que j'appelle le carnosexisme, où en fait on voit soit des femmes qui sont animalisées, soit des animaux qui sont sexualisés. Donc c'est un peu un mélange comme ça, très malaisant, Ouais. mais qui montre Des poulets, sexy ou des vaches, ouais, ouais. c'est ça. Terrible.
Donc ça fait quand même parler. Il y a des choses qui se enfin, le parallèle est tellement saisissant que je pense que c'est un bon point d'entrée dans la réflexion antispéciste pour les mouvements féministes. Mmh. Et pour, peut-être, finir sur les liens entre, la question animale, alors avec des guillemets, et l'écologie, on avait parlé, des problèmes qui émergent quand on pense justement ces liens, notamment la question du vivant. Voilà, protéger le vivant, et tu avais fait référence, notamment au travail de Baptiste Morisot. Ouais. Je veux bien que tu reprennes Ouais. ce passage. Ben, je pense que quand même, le premier truc à rappeler sur les questions de lien entre antispécisme et écologisme, c'est que quand même, les 2 se rejoignent dans leur critique commune de l'anthropocentrisme et du fait de placer l'humain comme valeur centrale. En fait, il y a eu une apparition assez conjointe dans la littérature universitaire de l'éthique animale et de l'éthique environnementale. Ça s'est fait au début des années 70. Donc faut quand même rappeler ce lien-là. Mais en fait, quand même, assez rapidement, il y a eu une distinction. Parce qu'en fait, l'éthique environnementale et l'éthique animale ne portent pas sur les mêmes objets et ils défendent pas le même projet politique. D'un côté, on a l'éthique environnementale qui est toute une réflexion sur nos devoirs et nos responsabilités envers des entités collectives, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nature ou le vivant, la biodiversité, les écosystèmes, les espèces, notre cadre de vie. Donc c'est vraiment des entités qui sont collectives, c'est pas des individus dont on parle dans la réflexion environnementale. Et de l'autre, l'éthique animale, au contraire, c'est la question des devoirs et des responsabilités envers des individus et plus précisément envers les êtres sentients. Donc c'est très différent. Donc même s'il faut penser la question des individus en relation avec leur environnement, parce que les individus dépendent de leur environnement pour vivre correctement, pour avoir une vie bonne, ben ça reste quand même 2 réflexions différentes. Et sur la question des liens entre le vivant, les animaux, etc., moi je renvoie au travail de Victor Durand-Lepeuch, qui fait notamment le podcast Comme un poisson dans l'eau, où en fait il a fait une conférence justement sur les penseurs du vivant, donc Morisot, Latour, Vinciane Després, etc., où en fait spontanément on pourrait s'imaginer que parce que ces gens-là parlent des animaux, et effectivement ils parlent souvent des animaux, mais principalement des animaux sauvages, on pourrait penser que ce sont les alliés naturels de l'antispécisme, que ce sont des gens qui font avancer la lutte animaliste, l'éthique animale. Et en fait, ce que montre très bien Victor, c'est qu'il ne suffit pas de parler des animaux pour être animaliste. Et en fait, on voit bien que, même au contraire, et ça c'est assez édifiant, dans le dernier livre de Baptiste Morisot, il y a toute une annexe d'une 20aine de pages où il explique pourquoi il est antispéciste, pourquoi il assume son spécisme. Et vraiment, les arguments sont très mauvais. Mais là, encore une fois, je renvoie vers la conférence de Victor. Et puis, au-delà de la question des penseurs du vivant, moi, je pense qu'il faut aussi parler de Jocelyne Porcher. Oui, ce que j'étais en train de penser, on n'en a pas parlé. Oui, et en fait, Toi, tu as pas mal travaillé, à déconstruire ces arguments. oui, en fait, c'est une penseuse que je mobilise beaucoup dans mon mémoire de sociologie, parce qu'en fait, je prends le contre-pied total de sa vision de l'élevage, parce que Jocelyne Porcher, donc c'est une sociologue, une ancienne éleveuse, qui théorise les rapports humains-animaux dans le cadre de l'élevage comme étant des relations de don contre don. Où en fait la relation de travail qui lie les animaux et les éleveurs serait fondée sur la réciprocité, sur l'affectivité, sur le consentement, sur l'harmonie. Enfin, il y a vraiment cette idée d'un contrat millénaire, le contrat domestique, entre les animaux d'élevage et les éleveurs, où en fait d'un côté elle va critiquer l'élevage industriel,
mais en fait, elle va réhabiliter la mise à mort des animaux et le fait de les élever et d'en faire des objets de consommation en valorisant l'élevage paysan comme étant un modèle vertueux, fondé sur la réciprocité et voilà, cette harmonie à ce sujet. Donc de la même façon que Victor dit qu'il suffit pas de parler des animaux pour être animaliste, moi ce que je dis à propos de Jocelyne Porcher, c'est qu'il suffit pas de critiquer l'élevage industriel pour avoir un discours de gauche sur la question animale. Oui. En fait, sur la question animale, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'écolos, beaucoup de gens qui se disent de gauche, qui en fait sont de droite sur la question animale. Et puis il suffit pas de dire que y a un contrat pour qu'il y en ait un, parce que pour avoir un contrat, il faut qu'il y ait 2 parties quand même, qui soient Mais oui, consentants ou qui puissent faire preuve d'agentivité justement. Et c'était le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, qui est la question de l'agentivité. Donc les animaux ne sont pas capables de parler avec des mots comme les humains ou comme une grande partie des humains, mais ils peuvent exprimer leur volonté, leurs souhaits, et ils peuvent aussi lutter. Du coup, qu'est-ce que ça implique cette question de l'agentivité animale qui est, je crois, au cœur du projet antispéciste? Qu'est-ce que ça implique en pratique? Alors, juste avant de répondre à cette question sur l'agentivité, peut-être pour dire un dernier mot sur la question du contrat que propose Jocelyne Porcher. Ça, c'est très important de critiquer cette rhétorique du contrat parce que c'est un vrai outil idéologique au service des rapports de domination spécistes. Et là, je pense que encore une fois, le parallèle avec les féministes matérialistes et tout ce qu'elles ont pu dire au sujet des rapports hommes-femmes comme étant des rapports de classe. Il y a un entretien qui a été fait avec Christine Delphi qui s'appelle « La condition de possibilité du don, c'est l'égalité ». Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que Jocelyne Porcher ne rappelle jamais la dissymétrie de statut et la dissymétrie de pouvoir entre les éleveurs et les animaux, et notamment le fait que les animaux sont des propriétés. Ils sont soumis au statut de propriété. Donc, comment on peut parler d'un contrat, comment on peut parler de don, quand il y a une telle dissymétrie de pouvoir entre les uns et les autres? C'est vraiment édifiant. Donc, d'un point de vue matérialiste, on se rend compte que cette idée de contrat, de don, etc., c'est vraiment le discours idéologique au service des rapports de pouvoir. Voilà, ça c'était vraiment pour clarifier ça. Après, sur la question de l'agentivité animale, ça c'est une réflexion, je pense, qui n'a pas été présente dès le début en éthique animale. Je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de la souffrance des animaux pendant très longtemps, parce qu'effectivement, c'est tellement terrible et brutal ce qu'on fait subir aux animaux que c'est la première chose auquel on pense quand on veut lutter contre le spécisme, c'est abolir l'exploitation animale, c'est réduire la souffrance des animaux. Mais le risque avec ça, c'est de réduire les animaux à des corps souffrants, à des victimes, et d'avoir une vision un petit peu misérabiliste des animaux. Et depuis une quinzaine d'années, avec ce qu'on a appelé le tournant politique en éthique animale, qui est très bien incarné par le Zoopolis, qui est un ouvrage de théorie politique sorti en 2011, c'est qu'en fait, les animaux ne sont pas seulement des victimes, et que si on veut co-construire avec eux une société interespèce qui est débarrassée des rapports de pouvoir spécistes, il faudra les voir aussi comme des agents, comme étant des individus qui ont leurs intérêts propres, qui ont leurs préférences, des désirs, une vie sociale et des besoins qui leur sont propres. Et il faudra changer notre regard sur eux et accepter je dirais que ce sont pas des boîtes noires, Ouais. dans le sens où ils sont capables de communiquer avec nous, Assez facilement, en fait. notamment ceux qui sont issus de la domestication, du fait de cette coexistence pendant très longtemps auprès des sociétés humaines. En fait, ils sont tout à fait capables de nous faire comprendre leurs préférences, leurs envies, leurs besoins, etc. Ce sont pas des boîtes noires. Et c'est à nous aussi d'avoir une attitude en fait d'écoute et de prise au sérieux. Il y a un peu cette question de prendre au sérieux en fait, et là on peut faire un parallèle aussi avec la cause des enfants.
c'est que, il y a l'enjeu d'accepter, de reconnaître que les autres ont, que leurs demandes sont légitimes et que, ce qu'ils expriment, a de la valeur, en fait. Il y a un terme aussi en philosophie, politique qui est l'injustice testimoniale, qui désigne en fait toutes les carences en crédibilité qu'on inflige à des catégories d'êtres parce qu'on les estime inférieurs, on les infantilise, on leur enlève leur autonomie, leur agentivité et on accorde moins de crédit à leurs témoignages, à leur vécu, et ça produit des injustices terribles en fait ensuite, en termes de prise de parole, de crédibilité et de capacité à représenter politiquement ses intérêts. Et je pense que les animaux, de la même façon que les humains, les personnes racisées, les femmes, les personnes handicapées, sont victimes d'une injustice testimoniale où en fait on considère qu'on sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux, ou alors on considère qu'ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est totalement faux. Les animaux ont sont porteurs aussi d'un projet politique de coexistence et il faut prendre au sérieux, ça. Mmh. Et pour, conclure, en lien avec ce que tu dis, donc peut-être que la principale, piste pour, construire concrètement une solidarité animale, ce serait déjà d'écouter et d'observer ce que les animaux ont à dire. Oui, je pense que Après, il y a des luttes évidemment très concrètes de, libération, de lutte, contre, l'élevage, l'abattage et cetera, mais de façon plus, méta, on va dire. Est-ce que tu as quelques pistes, concrètes pour conclure oui. cette discussion? Ben, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est la notion de solidarité animale et c'est pas pour rien qu'on a utilisé ce titre pour le livre, c'est une notion qui me touche beaucoup, la notion de solidarité de façon générale, mais aussi vis-à-vis des animaux, parce que le fait de partager une condition commune avec les autres animaux, qui est la condition de la sentience, qui est quand même pas rien, c'est le fait qu'on puisse, enfin, c'est encore une fois, je renvoie à Estivarius qui dit que c'est la chose la plus importante du monde. Le fait d'être capable de jouir de son existence, d'avoir, des relations amicales, de ressentir de l'amour, de pouvoir s'émerveiller du monde, bah, ça, c'est la condition sentiente et on la partage avec les autres animaux. C'est énorme. Et je pense que c'est la solidarité animale qui est fondée sur cette reconnaissance de conditions communes, elle peut passer par beaucoup de choses. Évidemment, il y a la lutte politique, qui est, fondamentale. Il faut qu'on consacre beaucoup plus de ressources, il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes investies dans la lutte antispéciste. Mais je pense que à l'échelon individuel et souvent l'échelon individuel, il est un peu, rejeté et je suis la première à dire que, la stratégie du colibri, faut vraiment arrêter avec ça. Mais moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le fait de refuser de manger des animaux. Pour moi, il y a vraiment une rupture très forte avec l'ordre spéciste du monde quand on refuse de manger des animaux et c'est reconnaître les animaux comme des êtres qui comptent moralement, comme des êtres, qui ont leur vie qui leur appartient à eux, et ben, ça passe par le fait de refuser de les voir comme des aliments et donc à toutes les personnes qui voudraient contribuer à ce projet politique de solidarité animale, moi je leur dis: «Mais devenez végétariens». Et faites-en quelque chose de politique. Parce que l'idée, c'est pas seulement d'arrêter de manger des animaux, même si c'est excellent, mais c'est en faire quelque chose de politique et c'est de rester droit dans ses bottes quand on nous demande, par exemple, pourquoi on est végétarien, et cetera, de dire: «Bah, c'est pour les animaux, c'est par solidarité avec les animaux, qui sont des êtres, comme moi, qui peuvent souffrir ou jouir de leur existence». Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort et bah, d'ailleurs, ça me fait penser que, bientôt, c'est ce qu'on appelle le Veganuary. Je sais pas si tu as entendu parler de cette campagne, c'est, voilà, c'est en janvier, c'est un défi qu'on peut se lancer d'arrêter de manger les animaux, de devenir, végétarien ou végane, au moins pendant le mois de janvier, puis voir comment ça se passe et ben, c'est une excellente occasion de mettre en acte, sa solidarité envers les animaux.
Merci beaucoup Axel pour ton temps et toutes ces discussions vraiment passionnantes. Moi de mon côté, je vais continuer à me documenter sur le sujet parce que j'ai beaucoup de retard sur cette question et que tu as donné énormément de ressources. Je recommande à tout le monde d'aller aussi écouter le podcast Comme un poisson dans l'eau qu'on a cité de Victor, qui fait un très gros travail sur le sujet de l'antispécisme. Et je recommande aussi de lire ton livre Solidarité animale, qui est très accessible et très complet. Merci Alexia. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.